C'est un dernier tour de chauffe avant le jour J. Ce matin-là, 2 policiers en civil partent en planque dans Paris. Pour ne pas se faire repérer, ils utilisent un sous-marin, une simple camionnette aux vitres teintées. Depuis 6 mois, ils enquêtent sur une affaire exceptionnelle, du travail au noir en bande organisée. Leur cible, une grande chaîne de restauration, 17 établissements répartis dans toute la France. Ils exploiteraient de nombreux clandestins, certains depuis plusieurs années. À 24 heures d'une descente de police dans tous les restaurants de la société, les enquêteurs veulent repérer si de nouveaux salariés sans papier ont été recrutés au cours des derniers jours. C'est assez bizarre parce que normalement ils ont tous des tenues de l'enseigne. Et à première vue, lui, il n'a pas de tenue. Donc il connaît les lieux parfaitement parce que c'est lui qui guide le livreur, qui a vérifié les cartons. À ma connaissance, il n'est pas connu. Dans quelques heures, le coup fatal va être porté. Nom de code de l'intervention, Opération Bouddha. Une opération spectaculaire. Pour la mener à bien, 200 hommes, policiers et gendarmes spécialisés dans la lutte contre l'emploi de travailleurs sans papier. À la veille de l'intervention, ils sont sur le pied de guerre. C'est la première fois que de tels moyens sont mis en place. Il y a plus de 17 sociétés qui sont concernées, près de 25 sites qu'il va falloir investir, tout ça simultanément et de manière coordonnée. Tout a commencé il y a 2 ans à Marseille, par un simple contrôle de police. Ce jour-là, des inspecteurs découvrent des cuisiniers clandestins dans l'un des restaurants de la chaîne. La société est alors mise sous surveillance. Les enquêteurs soupçonnent les patrons d'employer des sans-papiers à travers toute la France. Donc, ces cuisiniers, ils sont à peu près au nombre de 50. Ils sont quasiment tous issus du continent asiatique, principalement de la Thaïlande, du Laos. Mais le travail illégal ne serait qu'une facette de la fraude mise à jour par les enquêteurs. En 6 mois de surveillance, ils ont également acquis la certitude que les dirigeants de la société frauderaient le fisc français. Le frère du patron est chargé par la holding de superviser toute la collecte des fonds de tous les points de vente de la région parisienne. Là, vous l'avez, lors d'un ramassage. Il faut savoir que là, dans son sac à dos, il y a à peu près entre 20 et 60 000 euros, la caisse du jour. Des espèces qui n'auraient pas toutes été déclarées aux impôts et auraient permis aux dirigeants d'assumer un train de vie aisé. Donc, il a acheté récemment une maison à Deauville pour à peu près 480 000 euros. On sait que sur ses comptes, il n'est pas en mesure de le payer. Ça a été payé au comptant. C'est une maison qui est en cours de rénovation. Et tous les travaux, salle de bain, escalier, carrelage, douche, sont financés par le biais de la carte bleue de la société. Pareil, depuis cette semaine, il finalise l'achat et la pose d'une piscine, 18 000 euros. Abus de biens sociaux, fraude fiscale, travail illégal, il a fallu 6 mois aux enquêteurs de la police et de la gendarmerie pour démonter un tel mécanisme. Et à 24 heures de l'interpellation des dirigeants, les enquêteurs se réjouissent de mettre un terme à une fraude pour l'instant estimée à 800 000 euros. C'est un préjudice énorme. C'est un préjudice à l'État français. Pendant ce temps-là, d'autres boîtes ne trichent pas de la même manière, sont assujetties au paiement des impôts là-dessus, au paiement des URSSAF, etc. Donc voilà, c'est un chiffre énorme. Le lendemain matin au Fort d'Ivry, au sud de Paris. Il est 10 heures. L'opération Bouddha est lancée. Pour la seule région parisienne, 13 équipes vont investir au même moment une dizaine de restaurants. Le chef du groupe Juliette a une crainte, que les cuisiniers clandestins ne leur échappent en se mélangeant parmi les clients. Dès le top intervention, donc on va rentrer. L'idéal, c'est peut-être qu'il y ait déjà un petit groupe, peut-être vous qui rentrez 2-3 secondes avant nous, histoire d'avoir quelques mètres d'avance pour éviter qu'il y ait des gens qui changent de fonction, qui se retrouvent clients alors qu'ils étaient serveurs et ainsi de suite. Avant de lancer ton contrôle, tu veux pas évacuer les clients ? Voilà, donc la partie évacuation des clients, effectivement, on va la faire avant de commencer le contrôle. Ça évitera tous les problèmes. C'est bon pour tout le monde ? Allez.
heure plus tard, 130 policiers arrivent sur leur cible. Stop. Ouais, voilà, on est là, nous. On est en train de se garer. Le groupe Oscar se positionne à 200 mètres du restaurant qu'il va devoir contrôler. Une longue attente commence. Le signal de départ sera donné quand les dirigeants de la chaîne de restaurants seront interpellés à leur domicile. Oui. Vous avez des nouvelles sur la surve D'accord. Donc ça peut arriver d'une façon imminente alors ou D'accord. Ok, ça marche. Ok, merci. Bon. On part sur 13h30. Hein. A priori, il est toujours, À Marseille, au même moment, une équipe se dirige vers le restaurant qui est à l'origine de l'opération Bouddha. Dans les premières interventions qu'on avait faites en 2009, on s'était aperçu que l'essentiel des cuisiniers étaient des ressortissants thaïlandais qui travaillaient avec des documents qui ne leur appartenaient pas. Des clandestins qui travaillaient jusqu'à 50 heures par semaine pour un salaire proche du SMIC, 1 200 € par mois. Interpellés, ils se sont livrés aux policiers. Tous ont mis en avant le rôle joué par un personnage clé dans cette affaire. Il faisait office de recruteur pour les restaurants. Il les recrute, il les forme dans les restaurants et ensuite il les dispatche en fonction des besoins des filiales sur le territoire. Donc lui, il a un rôle primordial puisque tous les cuisiniers qui ont été interpellés la première fois sont passés par lui. Et certains nous ont précisé qu'il avait tout à fait connaissance de leur situation irrégulière et qu'il profitait de cette situation. Ce responsable était en région parisienne et là, il semblerait qu'il soit sur Marseille. Donc on a une autre équipe qui doit aller à sa rencontre pour l'interpeller au top qu'aura donné les Parisiens. « 13h30, le top départ est donné. Les patrons de l'entreprise viennent d'être arrêtés. Ok, ça marche. Ok, ça marche. Ah aussi, salut. Dans toute la France, les équipes de police et de gendarmerie envahissent les restaurants. Bonjour, c'est la police. Oui. Le chef du groupe Juliette applique son plan à la lettre. Évacuer au plus vite les clients pour empêcher les travailleurs clandestins de se fondre parmi eux. Il y a un contrôle de police en cours, il va falloir sortir du magasin. Non, c'est gratuit aujourd'hui. Vous avez mangé à la bonne heure. Ils sont offerts par la police, c'est trop genre. Voilà. Attendez, je connaissais. Je crois pas qu'il va adresser ce genre de blague. Le manager, c'est monsieur ? C'est monsieur. D'accord. On va faire un contrôle de l'ensemble des personnels du restaurant. Je prends quand même la direction. Non, pour l'instant, pas de coup de fil, monsieur. Le manager du restaurant est placé en garde à vue. Toutes les personnes qui travaillent ici sont déclarées, à votre connaissance ? Oui. On va vérifier. Les enquêteurs contrôlent l'identité de chaque salarié. Passeport, carte de séjour, carte d'identité, visa, permis de travail. Tous les documents sont passés au crime. Bonjour, madame. L'adresse est bonne ? Oui. Comme seule pièce d'identité, cette cuisinière présente aux policiers une convocation à un examen de français. Elle est en règle en France, cette dame ? Elle a des papiers en règle en France ? Les policiers font appel à une traductrice pour l'interroger. Elle a dit qu'elle a pris des papiers de quelqu'un d'autre pour travailler ici. C'est pas bien. Le manager semble tomber des nues. Je connais elle. Mais apparemment, c'est pas la bonne identité. Je suis là, je connais elle. Elle était avant moi. Elle a peur, mais elle comprend la situation parfaitement. Face à l'inquiétude de la cuisinière, un des policiers se veut rassurant. Elle sera placée en garde à vue, mais ne sera pas accusée d'avoir travaillé illégalement. Dans notre procédure en travail dissimulé, les étrangers en situation irrégulière qui travaillent non déclaré sont considérés comme victimes. Donc ce sont les employeurs qui paient les amendes par rapport au travail dissimulé. Même avec la deuxième identité Ouais, qu'on a... que ce soit la première qui me déclare lui. Il est où ce monsieur ? Au fond là-bas à droite.
Un autre salarié semble poser problème. Il l'écrit lui-même. Cet homme dit avoir oublié ses papiers, mais les policiers ne retrouvent aucune trace de lui dans leur fichier. Est-ce qu'il a un titre de séjour, ce monsieur? On ne lui retrouve pas de titre de séjour. On a fait des recherches. Non, dis-lui. On lui a fait une recherche au niveau des fichiers chez nous et on ne lui trouve aucun titre de séjour. Comment il explique ça? L'homme reste muet. Donc là, on est en présence, monsieur, de 2 cas de travail dissimulé. D'accord. Moi, j'embauche personne. Enfin, à quel âge c'est tous les sièges qui l'embauchent. C'est eux qui l'envoient ici, les personnes. D'accord. C'est entre autres pour ça qu'il y a cette vaste opération aujourd'hui. Tu comprends. Voilà. Le manager réfute toute responsabilité. Moi, je ne pense jamais qu'il y avait des personnels ici pas au nombre. Ah bon? C'est une découverte pour vous? Ah ouais, 100%. 100%. Le manager et les 2 cuisiniers clandestins sont emmenés pour être auditionnés. À l'autre bout de Paris, le groupe Oscar doit contrôler près d'une dizaine de cuisiniers. Est-ce que vous avez un passeport, monsieur? Non, je crois que c'est là. Le passeport, c'est à la maison. Je laisse à la maison. Vous l'avez laissé à la maison. Apparemment, il y a une carte pour ça. Vous n'avez pas votre papier ici? Qu'est-ce que vous avez comme papier normalement? C'est 18 jours, non. 18 jours pour étudier. Il est encore valable? Non, il n'est pas titre de séjour plus. Donc vous êtes placé en garde à vue pour les motifs d'étrangers en situation irrégulière. Est-ce que vous souhaitez faire prévenir quelqu'un de votre famille? Non, comme ça, j'habite tout seul. Vous habitez tout seul? Est-ce que vous souhaitez voir un avocat durant la mesure de garde à vue? Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine? Association. Elle a dit qu'elle a laissé la maison. อย่างไรคุณพูดความจริงดีกว่าคุณไม่ต้องโกหกเพราะว่าเขาเอาตรวจได้ท่านคุณว่าความจริงนะคุณไม่เสียเวลาเลย Ça devait être temps, là. On devait être sûr que มีอยู่ที่นี่อ่ะไม่กล้าไหนเลยยืนฟอโตโคปีมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่ Regardez-moi. Faites comme. Regardez-moi. Non, non, regardez-moi. Comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ça se rapproche, mais c'est une photocopie. La photocopie passe de main en main. Les inspecteurs restent sceptiques. Ah non, il y a un numéro 88. J'essaie de voir par rapport à son visage et à son âge éventuel. Et en 1966, donc j'essaie d'évaluer son âge de visu, mais ça me paraît pas bon du tout. C'est une méthode d'usurpation d'identité qui s'appelle le look-like en termes anglais. C'est-à-dire qu'ils utilisent des titres de séjour d'autres personnes, plus ou moins ressemblantes. La cuisinière est questionnée pendant de longues minutes. Elle finit par craquer. Elle m'a juste dit qu'elle avait loué les papiers à quelqu'un. Elle a loué les papiers? D'accord. D'accord. À Marseille, tous les cuisiniers sont en règle. Mais les policiers ne sont pas venus pour rien. Ils ont interpellé l'un des cerveaux présumés de cette affaire. Nous l'appellerons Mathilde. Allez, installez-vous là, s'il vous plaît. Elle ferait partie de ceux qui auraient mis en place la filière de travail au noir. On intervient dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction de Nanterre. Donc les infractions, c'est emploi d'étrangers sans titre, en bande organisée, travail dissimulé par dissimulation de salariés, travail dissimulé par dissimulation d'activité, abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux. Voilà, tout ça. Vous êtes arrivé à 14h, je vais vous placer en garde à vue à partir de 14h. On va faire une perquisition de votre établissement. Alors... Je peux juste compter. Bon, on va compter, puis moi je vais prendre. Okay. Avant de quitter le restaurant, tout ce qui peut être utile à l'enquête est collecté. L'argent de la caisse, mais aussi des centaines de documents administratifs et le matériel informatique. On va vérifier tout ça au service. Ouais, ça c'est bon. Impassible,
la responsable ne semble pas surprise par cette opération de police. Voilà, on va aller au service, on va vous entendre, on a pas mal de questions à vous poser. Voilà. Mathilde n'est pas la seule grosse prise des policiers. Ce jour-là, ils ont aussi interpellé un autre personnage clé que nous nommerons Yam. Il est laotien. Les policiers le soupçonnent d'avoir recruté les sans-papiers dans le milieu asiatique. Ces deux suspects sont immédiatement ramenés à Paris pour être interrogés. À Logne, près de Paris, l'antenne du ministère de l'Intérieur est transformée en QG. Tous les bureaux sont réquisitionnés pour les auditions des 24 responsables. Entendus séparément, les langues se délient, les managers passent à table. Selon eux, ils ne s'occupent pas du recrutement. C'est Mathilde et Yam qui s'en chargeraient. Est-ce qu'un salarié qui n'est pas originaire de la communauté européenne se présente et est embauché, est-ce que quelqu'un est chargé de vérifier auprès du préfet si le document qu'il vous présente est un document authentique? Non, c'est pas non, parce qu'on n'embauche pas sur place. Donc s'il y a une personne qui a le travail, on renvoie directement sur le siège. En l'occurrence, elle s'occupe de tous les recrutements. Mais vous n'aviez pas vu que la personne qui était dans votre restaurant usurpait l'identité de quelqu'un? Ah, donc c'est la photocopie. Je suis là, photocopie, c'est pas bon. Après, si, mais moi, c'est bon, je me suis renseigné auprès des patrons. Donc ici, Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre aussi pas qui recrute, mais qui doit dire ouais, moi je connais des cuisiniers. Et vous savez comment il s'appelle? Chef. Chaque fois quand j'ai fait le tour des restaurants, il connaissait à peu près tout le monde et tout. C'est à lui que les cuisiniers doivent rendre des comptes. C'est comme si c'était une entreprise externe. Les cuisines, ça a toujours été à part. Au bureau, il lui donne des payes de les cuisiniers. Ah, c'est lui qui distribuait les payes? C'est lui qui vous fournit les cuistots? C'est lui qui s'occupe véritablement du recrutement des cuissons. Il se sert même du fait qu'il soit en c'est qu'il travaille, je ne sais pas combien d'heures par jour, le cuisinier, pour un paye depuis 200 euros. Les policiers sont maintenant convaincus que la société aurait régulièrement employé des travailleurs sans papier. Un système bien organisé par des dirigeants qui n'auraient pas non plus hésité à frauder le fisc en se servant dans les caisses de leur restaurant. Voilà, un premier jet fait état de à peu près 40 000 € saisis. À titre d'exemple, voilà, ça c'est les économies de l'un des principaux intéressés qui avait sur lui plus de 10 000 € en liquide. À son domicile, plus de 10 000 €. Voilà, c'est un bon exemple de l'argent généré par cette affaire. À ce jour, entre le travail au noir et le liquide non déclaré, l'ensemble de la fraude s'élèverait à près de 3 millions d'euros. Ça, c'est l'argent liquide qu'on retrouve, mais rajouter à ça quand même la fraude d'une manière générale, la fraude aux URSSAF, la fraude à tous les organismes, c'est un manque à gagner pour l'État, et finalement, au final, c'est le citoyen qui est pénalisé par ça. Après une nuit de garde à vue, Yam, Mathilde et les deux patrons de l'entreprise ont été mis en examen. Ils risquent jusqu'à 5 ans de prison. Les 13 travailleurs sans papier ont eux été relâchés avec l'obligation de rentrer dans leur pays. Depuis cette opération, la chaîne de restaurants a été rachetée par de nouveaux dirigeants. Les patrons ne sont pas les seuls à frauder. Certains salariés se font aussi prendre la main dans le sac. Une pratique qui a redonné un coup de fouet au métier de Boniface Alfonsi. Avant, à Marseille, ce détective privé traquait les maris infidèles. Aujourd'hui, il chasse les faux malades. Des employés qui n'hésitent pas à se faire porter pâle pour avoir le temps de travailler pour une autre société. Une arnaque qui abuse les patrons et la sécurité sociale. Je pense que les gens ont de plus en plus de difficultés à
à vivre avec le salaire qu'ils ont. Hein. Les revenus ne suffisent pas, la vie augmente, donc ils cherchent un plus. Hein. Il y a quelques jours, il a été contacté par le patron d'une petite entreprise. Celui-ci soupçonne l'un de ses employés de travailler pour une autre société, alors qu'il est en arrêt maladie depuis 1 mois et demi pour dépression. Une maladie au statut particulier. Alors la dépression nerveuse, c'est quand même bien, on va dire, parce que ça permet des sorties libres. Et le gars, il sort quand il veut, le jour, la nuit. Donc si on va faire un contrôle, la sécurité sociale en l'occurrence, elle va prévenir le salarié avant de venir, parce qu'il n'est peut-être pas là, il a des sorties libres. Donc, et au contraire, vous êtes en dépression nerveuse, il faut sortir, monsieur, ça vous fait du bien. Ce soir, Boniface Alfonsi va mettre en place une surveillance. Le but, suivre l'employé en arrêt maladie jusqu'à son lieu de travail illégal supposé. Pour pouvoir le filer discrètement, il se fait aider par son fils. Donc là, on arrive à l'adresse où demeure la cible. Donc Antoine va se mettre un peu plus haut, là où il y a les panneaux. Là. Et là, il sera discret. Quand la cible sortira, elle verra rien. Donc déjà, voilà, sa voiture est là, bien, impeccable. Donc lui, il habite le bâtiment là, et l'escalier, donc il va arriver par là. Quoi. Il est 20h. Le détective planque en bas de l'immeuble où vit l'employé. Oui. Oui, moi je suis en place, toi aussi. Hein? Toi aussi, c'est bon? Ouais, je suis en bas. Bon. Faut que tu me le dises assez rapidement que j'arrive à... Ah ouais, moi, de toute façon, quand je vais le voir, je le verrai qu'il ne sera pas encore à sa voiture. Donc le temps qu'il rentre dans sa voiture, qu'il mette en marche, qu'il sorte, j'aurais eu largement le temps de t'appeler pour te prévenir, pas de problème. Ça va. Alors à tout à l'heure. À tout. Allez. Pendant 30 minutes, rien n'a signalé. Soudain, le fils de Boniface Alfonsi, caché à une centaine de mètres, l'appelle. Allô? Hein? Ah oui, merde. Putain, merde, oui. C'est lui, oui, c'est lui. Putain, il est sorti de l'autre côté, merde. Oui, c'est lui qui est sorti, je ne l'ai pas vu, il est passé de l'autre côté. Ça va, d'accord, j'ai compris. Tiens-le, hein. Il est passé de l'autre côté, je ne l'ai pas vu sortir. Merde. Pendant une vingtaine de minutes, le détective tourne dans Marseille. Impossible de retrouver la trace de l'employé, quand soudain... C'est lui, il est devant moi. Il remonte l'avenue du Prado. Il a mis son clignoteur, là. Donc il va tourner à droite. Voilà, il tourne à droite. Vas-y, remonte-le parce qu'il risque de prendre l'autoroute, là. À mon avis, il prend l'autoroute, là. Oh merde, il s'est arrêté là. C'est pas normal, il peut aller nulle part. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il est arrêté, je sais pas ce qu'il fait, c'est pas normal. Il rentre dedans. Putain, il est en tenue, c'est un chantier. Il est en tenue, il est sur un chantier. Pour prouver au patron que son salarié travaille bien pour une autre société, le détective filme la scène. Apparemment, il fait du gardiennage. Hein. Ah, il descend de la voiture. Il fait une ronde. Il prévient alors l'employeur. C'est monsieur Alfonsi. Oui. Alors écoutez, votre salarié, là, il est sur un chantier. Et il a fait une ronde, il fait de la sécurité, il est en tenue d'agent de sécurité. Il a ouvert l'entrée d'un chantier, il est rentré. Alors, vous voulez toujours intervenir, l'attraper en flagrant délit? Oui, non, comme ça, moi je vais régler les problèmes directement avec lui. Et de toute manière, voilà, j'ai vu ce qu'il apporte en fait, que je puisse me débarrasser de lui et prendre un employé qui soit plus sérieux. Je vous attends, à tout de suite.
Je vous en prie. 15 minutes plus tard, le détective est rejoint par le chef de l'entreprise de livraison. À la tête de sa société depuis 15 ans, c'est la première fois qu'il se sent trahi par un employé. Jusqu'à présent, j'avais pas un plein rôle de lui, mais bon, comme quoi, tout est possible. Bon, je sais pas comment je vais l'appréhender, mais... Alors, monsieur, je suis surpris de vous voir ici. Je suis un peu surpris de vous retrouver travailler alors que vous êtes normalement maladie. On fait comment maintenant? Ça allait un peu mieux, alors on m'a proposé de faire quelques gages. Moi, je peux pas continuer comme ça, donc voilà. On peut pas s'arranger. Non, on peut pas s'arranger. Je reprends demain si vous voulez. Non. Acculé, l'employé n'a plus qu'une solution, proposer sa démission. Je suis déçu, franchement je suis déçu. Mais bon, voilà, les choses sont comme ça. Alors, Non, mais je comptais vous appeler, je comptais vous appeler pour vous dire que je pouvais reprendre. Ouais, mais ça fait déjà assez de temps que ça dure comme ça, donc voilà, moi de toute manière je peux pas continuer comme ça, donc on arrête comme ça, c'est très bien. Vous me donnez de votre démission, je vous crée pas d'ennui, vous faites comme vous voulez, vous continuez à faire votre job le soir, c'est pas un problème pour moi, mais moi je veux plus entendre parler de vous. Je passe demain matin avec la lettre, j'espère qu'on pourra quand même discuter, on va dire en tête à tête. Ça m'embête parce que... Moi ça m'embêtait aussi de savoir que vous étiez là et que je suis en train de me prendre la tête pendant... Faire 2-3 sous en plus, bon c'est pas... Vous pourriez les faire chez moi les sous, hein. Oui. Les heures supplémentaires, j'ai besoin de gens qui travaillent et je les ai pas. Et je ne peux pas avoir quelqu'un de plus parce que vous n'êtes pas là. Donc, et j'ai pas envie de discuter plus que ça. Passez de bonnes soirées. En une soirée de filature, le détective a permis au patron de mettre fin à une situation de fraude. Mais ce dernier en garde un goût amer. Là, je suis un petit peu fatigué et déçu. Voilà. Pas soulagé? Oui, je vais presque vous dire non. Parce que quelque part, ça me fait mal au ventre un petit peu de faire ce genre de choses. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Moi, je ne peux pas continuer comme ça. Je sais que c'est pas quelqu'un de fondamentalement méchant, ni mauvais. Mais bon, je veux dire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Le recours aux faux arrêts maladie est courant en France. Mais ce qui creuse avant tout le trou de la sécurité sociale, ce sont les faux actes médicaux facturés à l'assurance maladie par certains professionnels de santé. À l'approche des beaux jours, maillot de bain, jupe, short sont dans tous les esprits. La cellulite aussi. Il y a quelques années, un appareil de massage a fait son apparition. Sa promesse, éliminer la fameuse peau d'orange. À 2 pas de la Bastille, cet institut de beauté ne désemplit pas. Alors, culotte de cheval. Karen, l'une des esthéticiennes, nous fait une démonstration. Donc en fait, la machine, elle a pour but d'aspirer. Donc en fait, ce qui crée une aspiration dans la chambre à air, donc il prend un pli au niveau du tissu et les rouleaux vont masser d'une certaine façon, justement, pour soit travailler la cellulite, soit le tissu un peu plus profond. Un marché qui rapporte beaucoup d'argent. Pour une séance de 35 minutes, ça va généralement de 60 à 80 € la séance. Pour avoir un très beau résultat, il faut une vingtaine de séances. C'est un budget mais efficace. Les instituts de beauté ne sont pas les seuls à en profiter. Les kinésithérapeutes sont aussi décidés à surfer sur la vague. Pour attirer les clientes, certains d'entre eux ont trouvé la faille. Faire rembourser en partie la séance de massage anticellulite par la sécurité sociale. Nous prenons rendez-vous avec l'un d'eux. Alors, allongez-vous. Commencez. Et il faut combien de séances du coup pour ça? 6 séances. On fait 6 séances, 2 par semaine. Ouais. Voilà. 2 par semaine. Ouais, il faut 2 par semaine, parce qu'une par semaine, ça fonctionne. Je suis tout à fait conscient que c'est un budget. Hein. Parfaitement, c'est 50 € la séance, c'est un budget. Ça, J'en ai au moins pour 300 €. Quoi. Voilà. Et il n'y a aucun moyen de... Un prix élevé, mais le kinésithérapeute va nous proposer une solution miracle. Oui, c'est pas remboursé ça d'ailleurs? Normalement, c'est pas remboursé. Pour certains. Si vous venez avec une ordonnance, je compte une partie d'un soin de kiné à 25 €. Je vous fais une feuille de sécu de 25 € par séance et il y a 25 qui est à votre charge. Pour moi, c'est un soin technique qui peut vous faire du bien à la circulation aussi.
Donc moi je suis en règle et en conscience par rapport à mon fonctionnement et par rapport à mon éthique et la sécurité sociale. Et de l'autre côté, il y a un soin qui est à votre charge parce que ça fait partie aussi d'esthétique. Et je fais comment du coup? Parce qu'il faut que je vienne vous voir avec une ordonnance. Dans ce cas-là, vous venez avec une ordonnance, massage, rééducation des membres inférieurs. Vous allez voir votre médecin, j'ai mal aux jambes, j'ai les jambes lourdes, voilà, j'ai l'impression de gonfler. J'ai des patients qui s'entendent bien avec leur médecin, font des ordonnances de kiné tant qu'elles veulent. D'accord. Et voilà, je vous laisse vous rhabiller. Ah oui, vous avez un carnet particulièrement. Ah bah oui, non mais là, déjà là j'en fais 5 par jour, donc imaginez en période printanière, quoi. J'arrive pas, quoi. C'est de la folie, donc ok. Cette fraude qui voit patients et médecins devenir complices peut sembler anecdotique. Mais elle est fréquente et depuis 5 ans, la triche dans le domaine de la santé explose. À Nice, Claude Bertagna dirige la cellule antifraude de la Caisse primaire d'assurance maladie. Bonjour mesdames. Entre 2010 et 2011, son service a détecté 20% de fraude supplémentaire. Une 50aine de plaintes sont en cours. Elles concernent principalement des professionnels de santé pour des montants parfois gigantesques. Donc là, vous voyez, les dossiers, les tiroirs sont bien remplis. Chaque dossier représente un dossier de plainte au pénal. Et là, par exemple, vous avez un dossier qui représente une fraude à la carte vitale dont le préjudice a été estimé à plus de 300 000 €. Une histoire qui commence début 2010. Un contrôleur découvre qu'une infirmière aurait triplé son volume d'activité en seulement 2 ans, jusqu'à atteindre des journées de travail de plus de 24 heures. Le 22 avril, elle a facturé la valeur de 30 heures d'activité sur cette journée. Ces journées de près de 30 heures, elle en aurait déclaré des dizaines d'autres. Des actes facturés sur le dos de particuliers. L'un d'entre eux s'est inquiété de recevoir 25 pages de relevé maladie. Monsieur, je vous certifie que je n'ai jamais reçu aucun des soins facturés à mon nom durant 2 ans. Si je vais à la fin de ce bordereau de 25 pages, je m'aperçois qu'il y en a eu pour 14 666,80 € et que ça a été réglé à l'infirmière en cause. Pour frauder, l'infirmière aurait conservé chez elle la carte vitale de ses patients sous de faux prétextes. Laissez-moi la carte, comme vous devez revenir. Bien entendu, je garde la carte, comme ça je suis sûr de l'avoir et de pouvoir facturer. Selon le contrôleur, plusieurs fois par mois, elle aurait télétransmis à la sécurité sociale des listes d'actes fictifs en choisissant le mode de remboursement tiers payant. L'argent pouvait arriver ainsi directement sur son compte. Nous avons retrouvé l'un de ses patients, un vieux monsieur qui se souvient avoir reçu un jour un relevé de remboursement de soins particulièrement volumineux. Et pourquoi? Je suis journaliste. J'avais des feuilles de maladie pendant je ne sais pas combien de mois. Là. Alors comment elle avait eu votre carte vitale? J'ai peut-être eu un contact, une fraude pour des piqûres, oui. Ouais, ça, oui. Il y a eu peut-être 3 séances qui étaient vraies. Et tout le restant, il y avait je ne sais pas combien de mois de marqués de maladie que ce n'était pas vrai. Oui. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez appelé la sécurité sociale? J'étais à la police, j'ai porté plainte. On m'a déposé, puis c'est tout. Pourquoi vous avez porté plainte? Parce que c'était pour un truc de citoyen honnête de voir tous ces machins de marquer. Là. Comme c'était pas vrai. Là. Vous vous souvenez pour combien il y en avait? Oui, il y en avait, je sais pas, moi, il y en avait pas mal. Hein. Merci bon. Monsieur. Très bonne journée à vous. Au revoir monsieur. Au revoir. En juillet 2010, la sécurité sociale envoie un de ses contrôleurs enquêter sur l'infirmière. Dès le départ, il est surpris. Elle est soupçonnée d'avoir fraudé 300 000 €, mais n'affiche aucun signe extérieur de richesse, à commencer par son appartement. Elle vivait dans un petit immeuble bourgeois. C'est pas extravagant, c'est pas un quartier qui est réputé comme étant très très cher. Donc, bon, mais alors, où est passé l'argent fraudé?
Le contrôleur poursuit ses investigations et découvre qu'il y a 2 ans, l'infirmière a ouvert un spa. C'est là, c'est l'institut de beauté qui s'appelle Ménin et qui est fermé actuellement. Un lieu qui n'a rien de médical, mais qui lui aurait permis une nouvelle fois de frauder la sécurité sociale. On a pu apprendre que des employés qu'elle avait employés ici en tant qu'esthéticienne, elle leur avait demandé leur carte vitale en tant qu'employeur pour leur créer le dossier d'embauche. Et en réalité, la carte vitale a servi à facturer des soins. Donc là, on est vraiment dans le cadre pur et dur de l'utilisation frauduleuse de la carte vitale, puisque les personnes n'ont jamais eu de soins infirmiers. Dans notre échelle de gravité, c'est ce qu'il y a de pire, c'est ce qu'on traque le plus souvent. Éviter qu'il y ait des actes fictifs qui soient réglés et pas effectués. Voilà. Nous avons cherché à rencontrer l'infirmière, que nous appellerons Christine. Équipée d'une caméra cachée, nous allons à son domicile. Oui, bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Il n'habite plus ici. Ah, il n'habite plus ici? Non, il est juste d'arriver. Ah d'accord, vous savez où ils sont? Pas du tout. Ils vous ont pas laissé d'adresse? Pas du tout. D'accord. Ils ont déménagé quand? Je sais pas, on les a pas connus en fait. D'accord. Je vous laisse, j'y retourne. D'accord. Non, je vous en prie, merci, au revoir. Apparemment, l'infirmière vient de déménager. Mais nous savons qu'elle possède toujours une entreprise de restauration rapide qu'elle a créée il y a 1 an. À l'heure du déjeuner, nous nous y rendons. Et là, nous sommes étonnés. La femme présente sur les lieux est celle qui nous a ouvert la porte le matin même au domicile de l'infirmière. Bonjour. Non, pas du tout. J'ai repris en fait l'activité de madame avec le logement qu'elle avait et le local commercial. Et du coup, elle a complètement cessé son activité? Complètement cessé l'activité. D'accord. Vous savez pas où on peut la joindre? Pas du tout. D'accord. J'ai repris la location d'appart parce que ça m'arrangeait, j'arrivais Nancy. Et puis c'est sympa. Non, ben ça groupe les activités sur un seul endroit et puis c'est tellement galère de se loger ici que moi je gère juste la reprise d'activité. Ouais, vous n'avez pas repris le spa. Ah non, 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 moi c'est que cette activité-là, je connais rien au massage, je connais rien à l'esthétique, rien du tout. Voilà. Bon bah tant pis, merci beaucoup monsieur. Pris de doute, nous décidons d'interroger une commerçante du quartier. Et là, surprise. La dame qui est à côté me dit que c'est pas, qu'elle n'est pas... Qu'elle n'est pas quoi? Qu'elle n'est pas... Ah bon? La dame brune? Oui. Celle que vous avez toujours vue là? Oui. C'est elle depuis 1 an qu'elle a ouvert. Oui, on est d'accord, c'est la dame qui a la robe rouge à côté. Oui. On est Oui, d'accord. elle s'appelle. Oui. On est d'accord, elle l'a pas repris il y a 1 mois comme ça par rapport. Non, 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 non. Nous, on nous a dit qu'elle venait tout juste d'arriver de Nancy en fait. Ouais. Non, non, c'est elle depuis 1 an et demi même. 1 an et demi. Nous revenons alors vers le restaurant. La femme continue à nier. Bonjour, on est désolé de vous embêter. Apparemment, vous êtes vraiment madame... Moi, c'est madame. Comment? Vous êtes pas... J'ai pas mes papiers là, ils sont restés chez moi. Je m'appelle elle aussi, mais c'est pas... Et madame est infirmière, donc si c'est pas vous, tant mieux. Hein. Voilà. Et madame en fait, est accusée par la sécurité sociale d'avoir fraudé la sécurité sociale. Voilà. Ben là, vous l'avez. Ouais. Ok, bon, si vous nous dites que c'est pas vous... Hein. Non. D'accord. Même prénom, même consonance. Mais non, non, mais c'est étonnant parce que la dame à côté, il nous disait, bah oui, elle va pouvoir vous le dire, elle est à côté, donc... Non. D'accord. Merci. Au revoir. Cette femme est pourtant bien l'infirmière mise en cause par la sécurité sociale. Au total, elle est soupçonnée d'avoir fraudé 300 000 €. Son procès doit avoir lieu d'ici la fin de l'année. Tous les ans, 3 milliards d'euros sont ainsi détournés des caisses de l'État par les assurés et les professionnels de santé. Pour lutter contre de telles escroqueries, il y a 3 ans à Paris a été créée au sein de la police judiciaire la BRDA, la Brigade de répression de la délinquance astucieuse. Il y a quelques mois, la sécurité sociale a déposé plainte contre 2 infirmières d'un même cabinet médical. En 3 ans, elles auraient facturé pour 596 000 € d'actes fictifs. Ce jour-là, elles sont placées en garde à vue. Elles vont devoir justifier aux policiers ces montants astronomiques.
je facture en fonction de l'ordonnance établie par le médecin. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais pas toujours en fonction du besoin du patient. Par exemple, si le patient redevient autonome Oui. ou qu'il n'a plus besoin de surveillance de l'état cutané. Donc vous allez facturer des choses que vous ne faites plus. Oui. C'est ça? Oui, oui. D'accord. Mais l'escroquerie serait allée beaucoup plus loin. On s'est rendu compte que pour le cas par exemple d'une piqûre, je viens voir monsieur, hop, le piqûre, je m'en vais, on a cette opération qui se répète plusieurs fois dans la journée. Donc vous n'êtes pas allé le piquer plusieurs fois, c'est pas possible. Ni vous, ni madame. C'est ça qui va. C'est ça profondément qui ne va pas. C'est-à-dire qu'il y en a même des patients où vous seriez allé les voir toutes les deux le même jour. Ça, c'est impossible. Eh oui, on est bien d'accord. Ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible. Donc là, il y a un problème. C'est-à-dire, non, je vais vous expliquer, je n'ai jamais pensé escroquer. Donc, à partir de ce moment-là, si je pourrais vous donner une raison valable, si je me disais sciemment, je veux escroquer la sécurité sociale. Donc, ce n'est pas le cas. Moi, je partais du sentiment qu'à partir du moment où c'était prescrit, j'avais le droit de le facturer. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Bon, je ne dirais pas que pour moi, c'était tout à fait honnête. Mais, bon, j'étais habituée comme ça avec les collègues précédents. De toute façon, il faut vivre si on a pas mal de charges. Bon. L'infirmière se défend d'avoir escroqué la sécurité sociale. Pourtant, elle aurait surfacturé à de nombreuses reprises. Pour la mettre face à ses contradictions, le policier aborde un cas précis. Pour un seul pansement, elle en a compté 6. Alors vous facturez 1, 2, 3, 4, 5, 6 amis 4. Sur quelle base, sur quelle règle vous vous reposez pour dire tiens, sur ce pansement-là, je vais coter 6 amis 4, celui-là, je vais en coter 8, celui-là, je vais en coter que 2? Sur la complexité justement du pansement, parce que vous avez des petits pansements et puis Oui. vous avez des gros pansements. Donc vous multipliez la cotation par rapport à la complexité de la blessure. D'accord. La Sécu prévoit que vous faites un pansement lourd, c'est 1 ami 4. Qu'est-ce qui vous permet de multiplier les amis 4 par rapport au travail que vous jugez, vous, compliqué? Oui, mais je suis toujours partie de ce principe. Je ne savais pas d'ailleurs que je ne pouvais pas multiplier les amis 4. C'est interdit par la nomenclature. Vous ne le saviez pas? En fait, moi, Multiplier les pansements rapporte beaucoup d'argent, mais les interventions de nuit en rapportent encore plus. Pourquoi est-ce que vous avez facturé des soins de nuit? Moi? Ouais. Oui, des nuits, hein. Mais il y en a on a pris l'exemple du 15 septembre, mais il y en a bien avant. Hein. On en a le 20 mai, on a le 19 mai, on a le 21 mai. Vous êtes toutes les nuits là-bas. Pourquoi vous avez mis ça de nuit? Là, je prends le sentiment. Je pense que j'ai dû rajouter une nuit, mais je ne sais. Enfin, J'en ai pas une, hein, madame. Oui, enfin, une nuit. Enfin, je veux dire. J'en ai des kilos, hein. Des actes de nuit, mais il doit y avoir une raison, mais je vois pas. Parce que au mois de mai 2009, chez madame, vous avez mis votre sac de couchage, vous y êtes toutes les nuits. Ah non, mais regardez, je ne l'invente pas, hein. 26, 27, 28, 29 de nuit. Là. Au total, les 2 infirmières auraient détourné 596 000 € à la sécurité sociale. Mais ce qui surprend Pierre Gasselin, c'est que contrairement à certains escrocs, aucune d'entre elles ne semble avoir mis d'argent de côté. C'est tombé petit à petit sur leur compte, ils l'ont utilisé, ils l'ont dépensé, ils n'ont pas investi, ils n'ont pas détourné cet argent pour le mettre dans une boîte à gâteaux sur un compte en Suisse, enfin pour l'instant nous on ne l'a pas découvert. Donc finalement c'est rentré dans le ronron quotidien et de leur manière sur leur train de vie en fait. Et en fait ça a consisté à une augmentation de leur train de vie qu'ils ont suivi, point. Donc c'est pour ça que ça leur paraît sur le coup infime, mais si on devait sortir en billet de banque la somme ou leur faire un virement de 596 000, évidemment ce serait différent je pense. Le dossier est désormais dans les mains de la justice. Les 2 infirmières risquent jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Mais l'escroquerie à l'assurance maladie n'est pas la seule à plomber les comptes de la sécurité sociale. Un autre classique du genre, la fraude aux allocations familiales. Elle est aujourd'hui estimée à 800 millions d'euros. À Lyon,
Danielle est contrôleuse pour la CAF, la caisse d'allocation familiale. Comme tous les matins, elle sillonne la ville à la rencontre des assurés. Des visites qui ne tiennent pas du hasard. Chaque dossier a été ciblé et préparé. Ce jour-là, elle se rend au domicile d'une femme qui touche l'allocation parent isolé. Pour avoir droit à cette aide, il y a une condition, vivre seule avec son enfant. Pourtant, plusieurs éléments montrent que cette femme vivrait en couple. Elle affirme qu'il s'agit d'un cousin, mais la contrôleuse a un sérieux doute. J'ai vérifié la facture d'électricité. Il s'avère que ce monsieur a fait transférer son abonnement au domicile de madame, donc ce qui tendrait à prouver a priori qu'il réside bien chez elle. Idem pour la caisse primaire, la sécurité sociale. Il a effectué ses changements d'adresse. Depuis 2010, il résiderait bien au domicile de notre allocataire. Par ailleurs, j'ai pu me renseigner auprès du voisinage. Depuis l'entrée dans les lieux, elle vit bien avec quelqu'un qui serait connu comme son conjoint et non comme son cousin. Oui, la caisse d'allocation familiale, 5e étage ? Ok. La boîte aux lettres, et bien nos deux noms. Le nom de l'allocataire, le nom du présumé cousin. Allez, 5e. Bonjour. Bonjour. Ok, donc je rentre par là. On se met là. Donc c'est vrai qu'il y a eu un petit peu des incohérences dans votre dossier, des divergences. Donc vous ne vous inquiétez pas. Au jour d'aujourd'hui, on est dans une phase amiable. Il n'y a pas de procédure contre vous. Chez nous, vous touchez quand même une allocation logement et de l'allocation de soutien de famille. Hein? Puisque, voilà. Non, c'est exactement depuis quand? Il y a 88,44 € qui représentent de l'allocation de soutien de famille. Ça, c'est parce que vous viviez seul. Hein? Voilà. Donc ça, c'est une prestation qui est subordonnée au fait de vivre seul. Il faut vivre seul. Hein? Donc on va en reparler, d'accord? Okay. Et puis 137,35 € d'allocation logement. Mais cette allocation logement, elle a été calculée avec vos seuls revenus. Donc on va en reparler aussi. Hein? D'accord? Alors, on va... en ce qui concerne le logement. Oui. Donc vous avez le bail de votre appartement. Donc vous avez pris l'appartement avec monsieur... C'est lui qui paye le loyer. Hein? Il ne paye pas, il m'aide à verser ce qui me manque. Quoi. Oui, voilà, il vous donne, d'accord. Voilà, donc il vous aide, il vous verse de l'argent pour vous aider à payer le loyer. Voilà. Hein? Alors, est-ce que vous avez vos factures d'électricité, Là, non. Mais la facture d'électricité, je pense qu'elle n'est pas à votre nom. Non, c'est pour ça que vous l'avez pas. Parce que c'est... Hein? Non, mais c'est pas une question de ne pas l'avoir. Non, là, c'est pas une question de ne pas l'avoir avec moi. Je peux l'avoir, sauf que là, c'est lui qui paye. Non, mais c'est lui qui paye, hein. C'est monsieur qui paye. Et la facture est à son nom, hein, oui. Vous confirmez bien. D'accord. Nous, pour retenir que des gens vivent en concubinage, vivent ensemble, c'est un faisceau d'éléments, plusieurs éléments ensemble qui font qu'on va considérer que vous vivez ou pas avec quelqu'un. D'accord? D'accord. Donc, dans le cas présent, il y a quand même plusieurs éléments. Adresse ici pour l'électricité, oui. Adresse ici pour les impôts, adresse ici pour la caisse primaire. Le voisinage indique qu'il vit ici. Dernier élément qui nous permet de déterminer s'il y a une vie commune ou s'il n'y a pas de vie commune, c'est s'il participe aux frais. D'accord? Or, dans votre cas, il paye l'électricité et il vous aide à payer le loyer. D'accord? Donc, je vois difficilement comment vous pouvez ne pas reconnaître que vous vivez en couple avec lui depuis mai 2010. Moi, ce qu'on dit là, donc, je suis OK, je n'ai rien d'accord. Elle est là, c'est possible. Donc, vous reconnaissez que vous vivez en couple avec lui? Bah, il continue. D'accord. Il est là. Okay. Il est là, donc dans la mesure où vous reconnaissez maintenant les faits, on va recalculer vos droits. Là, vous avez bien compris. Hein. On va recalculer les droits, mais par contre, vous n'aurez pas d'amende ni de pénalité dans la mesure où vous reconnaissez les faits. Donc, vous mettez certifié sur l'honneur, donc vivre en couple. La femme va pourtant tenter de nier la situation. Son conjoint est représentant commercial, il est souvent en déplacement. Pour elle, il ne s'agit pas là d'une vraie vie de couple. Hein. Moi, sincèrement, je vous pose la question, c'est ça qu'on considère. Moi, voilà. Personnellement, je ne sais pas. Alors, avec monsieur... Je pose la question, c'est ce terme-là. Bah oui, il habite là, c'est ce que je vous ai dit. Il habite là, il est vu régulièrement là, son adresse est ici, il participe aux frais. Je veux dire... hein. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que vous avez quand même une somme à rembourser depuis mai 2010. Qu'est-ce qui aurait pu changer à niveau Si, depuis mai 2010, on vous a bien calculé une allocation logement avec vos seuls revenus, alors qu'on aurait dû intégrer les revenus de votre ami. Des revenus qui s'élèvent à 40 000 € par an. La femme n'aurait jamais dû percevoir aucune prestation. L'allocation de soutien de famille n'est due que pour les femmes seules, c'est ce que je vous expliquais.
Mais à partir du moment où vous êtes plus seul, vous n'y avez plus droit. On peut considérer comme vous dites. Mais c'est de vie. Il paye quand même l'électricité, il contribue tout ça, il contribue au loyer. Donc, vous faites des courses ensemble. Voilà. Hein? La femme a fraudé pendant 10 mois. Elle va devoir rembourser à la caisse d'allocation familiale 2 000 €. Même si on n'applique pas de pénalité, la sanction du remboursement, elle est quand même très lourde. Il faut que les gens ils prennent conscience qu'ils peuvent déséquilibrer leur budget, ça peut mettre en cause le paiement de leur loyer. Je veux dire, quelquefois, on a l'impression que les gens ne sont pas responsables. Ils ne se rendent pas compte des conséquences qu'une fraude, qu'une fausse déclaration va avoir sur leur budget et sur la vie de leurs enfants aussi. Hein. Le deuxième dossier qui attend la contrôleuse ce jour-là est une suspicion de fraude au RSA, le revenu de solidarité active. Une aide versée aux personnes sans ressources. Ce monsieur ne nous a déclaré aucun revenu au niveau de son dossier de RSA. Or, au niveau de son relevé de carrière, depuis mars 2010, il est salarié. Hein, donc on arrive quand même pratiquement à 12 000 € bruts de revenus pour l'année 2010. En ne déclarant pas ses revenus, il bénéficie ainsi chaque mois d'un RSA de 410 €. Bonjour, vous êtes monsieur? Non? C'est ça. Voilà. Je suis de la caisse d'allocation familiale. Allez. J'ai consulté votre relevé de carrière. Ouais. Vous travaillez toujours pour l'entreprise. Entreprise. D'accord. Vous avez commencé à travailler en mars apparemment, hein? Juin, juillet, août. Ça, c'est le mois d'août. Vous avez travaillé en septembre aussi, monsieur? En septembre? Oui. Bon, mais quelques jours. Quelques jours, ouais. Ouais, mais tout compte. Ouais, c'est vrai. Donc, on arrive quasiment à 10 000 € de revenus annuels que vous n'avez pas déclaré pour le RSA. 10 000 €? Sur l'année, hein. Ok. Vous avez déclaré 0, hein. Ouais. Alors moi, ils doivent pas me rajouter le RSA? Un petit peu? Vous avez déclaré 0 sur vos déclarations trimestrielles, monsieur. Vous touchez 410,95 € de RSA. Ouais. Vous avez bien conscience quand même que vous allez avoir un trop perçu. Hein? D'accord. Ça va être combien? Alors là, ils vont vous le calculer. Hein. Est-ce que c'est une fraude? Oui, ça va être soumis en commission des fraudes. Parce qu'il y a quand même X et X trimestres où monsieur a indiqué 0, il a signé en toute connaissance de cause. C'est pas un mois où il a oublié 100 €. Il le sait d'ailleurs. Hein. Donc voilà, donc ça va passer en commission des fraudes et la commission des fraudes va décider de la sanction. Le jeune homme devra finalement rembourser 3 600 €, une somme que la caisse d'allocation familiale a bon espoir de récupérer. Dans 70% des cas, l'organisme parvient à se rembourser lui-même. Quand on a des gens qui sont encore bénéficiaires de prestations, en fait, on se paye nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on fait une retenue sur prestation qui nous permet d'apurer la dette petit à petit, hein, qui est fonction, donc c'est un pourcentage qui est fonction de ce qui reste, pour qu'il reste quand même de quoi vivre à la locataire. On est un organisme social, hein, quand même, faut pas l'oublier. En 2011, près de 12 000 allocataires se sont fait prendre en flagrant délit de fraude, la plupart du temps pour de petites sommes. Mais parfois, les caisses d'allocation familiale doivent faire face à des bandes organisées qui mettent en place des systèmes de fraude à grande échelle. À Sarcelles, dans le Val d'Oise, Yves Elbourg dirige le pôle antifraude. Pour lui et son équipe, une seule solution pour repérer les escrocs, le terrain. Ce jour-là, ils vont vérifier si un homme qui bénéficie du RSA et de l'allocation logement depuis 4 ans habite bien à l'adresse indiquée, un hôtel situé en banlieue parisienne. Derrière ce simple contrôle de routine, c'est tout un mécanisme de fraude que les contrôleurs vont découvrir. Bonjour monsieur, vous êtes le gérant de l'hôtel? Je suis de la caisse d'allocation familiale. Caisse d'allocation familiale? Oui. Oui, pour. Alors, je viens pour voir quelqu'un qui habite ici, donc je voulais vous demander 2-3 renseignements en tant que gérant. Oui. C'est monsieur... Oui. Il habite toujours ici? Oui. Et il est à quelle chambre? C'est la chambre 9. 9, et c'est à quel étage? 3e. 3e. C'est ça quelque chose. Lui, il est au Maroc maintenant. Il est parti au Maroc. Il est depuis quand? Il est parti. Oui.
Ah, je sais pas, ça fait, je pense, ça va 4 jours maintenant. Vous savez quand est-ce qu'il revient? Oui, il ne va pas tarder parce qu'on travaille, je vais partir en urgence. Quoi. D'accord. Est-ce que je peux voir sa chambre? S'il n'est pas là, elle est vide? D'accord. Un locataire parti en urgence à l'étranger et qui travaillerait alors qu'il ne déclare aucun revenu à la CAF. Un gérant qui, bizarrement, est incapable de fournir le contrat de location. Autant d'indices qui mettent la puce à l'oreille des contrôleurs. Il est parti depuis 3 jours, c'est toujours comme ça, il est toujours parti hier. Il me dit qu'il est obligé de revenir parce qu'il travaille. Mais pour moi, il ne travaille pas. C'est du travail non déclaré, puisque moi, j'ai rien. Soit il n'est pas là. Donc j'ai envie de revenir quand même encore une fois, là, sans prévenir. Une semaine plus tard, ils reviennent à l'improviste. Et là, comme par hasard, le patron de l'hôtel a retrouvé les contrats de location des chambres. Mais pour le contrôleur, ils sont suspects. Les pièces qu'on a réclamées semblent tout à fait récentes, et pas d'origine. Il soupçonne le propriétaire d'avoir fabriqué ces contrats il y a quelques jours, après le premier contrôle. Parce que ce que je remarque, monsieur, sur l'ensemble d'équipes que vous avez, il n'y a que les signatures, votre signature. Oui, il n'y a aucun équipe, monsieur le locataire. Quel est l'intérêt de remplir ça si vous ne faites pas copier par le locataire? Depuis quelque temps, on les fait signer, mais avant, ils sont tout neufs, ils sont tout neufs. Hein? Mais un peu trop. La contrôleuse demande alors si l'homme qui était parti en urgence au Maroc est revenu vivre à l'hôtel. Il est toujours là? Non, il est parti. Il est parti début de semaine. Le mois dernier, il l'a réglé. Monsieur, il m'a dit qu'il était parti, mais qu'il allait revenir. Oui, mais 3 jours et il allait revenir, il est au Maroc. Ça fait la semaine dernière. Je leur ai dit Il avait dit qu'il était parti depuis 3 jours et qu'il allait revenir. Normalement, c'est comme ça, mais en fin de compte... Les contrôleurs soupçonnent le locataire d'être reparti vivre au Maroc depuis bien plus longtemps. En résidant à l'étranger, il n'aurait jamais dû toucher aucune aide de l'État français. Alors pour percevoir le RSA et la location logement, il aurait continué à se faire domicilier dans cet hôtel. Une arnaque classique. Et apparemment, il ne serait pas le seul à user de la combine. Il est parti l'année dernière. Il y a beaucoup d'incohérences sur nous déjà. Parti au mois d'octobre. Pardon? Il faut nous dater du mois de novembre une attestation de loyer, donc c'est ça qui nous gêne plein de choses. La personne est partie. Et on reçoit post-daté des attestations comme quoi ce jour-là, il paye un loyer. Donc la CAF paye des aides de logement indûment. Ces gens sont partis depuis 1 an. L'hôtel servirait donc de boîte aux lettres à des fraudeurs pour leur permettre de toucher illégalement des allocations logement et du RSA. Avant de partir, l'équipe de contrôleurs décide de faire un petit tour des chambres. L'objectif, vérifier leur surface. 3 ans par 2 semaines. Ça fait 8,60. Donc voilà, on l'a dit, voilà. Malheureusement. Tu vas me dire quoi? C'est petit. Moins de 9 mètres carrés. En dessous de 9 mètres carrés, aucune location n'est possible. La loi l'interdit. Dans une autre chambre, un couple vit dans 12 mètres carrés. Légalement, pour 2 personnes, il en faut 13. D'accord, donc vous êtes 3. Plus le bébé qui est né récemment, on va dire. Et vous payez combien de loyer? Mais ici, ce n'est pas la surface qui pose le plus problème. C'est l'insalubrité. Il y a quelques mois, la chambre a été repeinte. Mais pour la locataire, il ne s'agit que d'un cache-misère. Là, en fait, on voit encore à peu près regarder en haut le cas. C'était tout trempé, hein. C'était noir, mais vous voyez que ça fait du moisi sur les légumes. Ça faisait exactement la même chose, ça faisait des pans de la mousse, c'était dégueulasse. Il a dit à mon copain de nettoyer, mon copain lui a dit hors de question qu'on voit. Il a dit ça, c'est vos problèmes, c'est votre chose. Il a dit maintenant, faites ce que vous voulez, ils ont froid partout. Là-bas, ils ont enlevé les papiers peints, ils ont nettoyé. Nous, ils ont rien nettoyé du tout, ils ont juste fait ça. Ce jour-là, les contrôleurs ont repéré 4 locataires fantômes. Ils les soupçonnent d'être repartis vivre à l'étranger. On paye des aides au logement où les gens ne sont plus là depuis des mois, des années. Il y a un dossier, on a payé depuis le mois d'octobre, là. Octobre ou novembre, on continue de payer alors qu'ils sont partis vers le mois d'octobre, il nous a dit. Ça fait combien ça?
Ça fait 8 mois, 300 € par mois, ça fait au moins 2400, 2500 € déjà qui... vous multipliez par, je sais pas, 3-4 personnes là. C'est fréquent, ce genre de situation? C'est pas le premier hôtel qu'on rencontre, oui. Pour l'instant, impossible de chiffrer le montant total de cette fraude. La caisse d'allocation familiale du Val d'Oise a transmis le dossier au procureur de la République. L'enquête ne fait que commencer. Les fraudes en bande organisée ne manquent pas en France. Depuis 30 ans, l'une d'entre elles plombe les comptes de l'État. Elle s'appelle la fraude à la TVA. Elle est peu connue et pourtant chaque année, elle représente un manque à gagner de 15 milliards d'euros pour le fisc. Des petits malins ont trouvé le moyen de ne pas payer cet impôt, appliqué sur chaque produit acheté. Leur cible, les téléphones mobiles, les parfums, le matériel informatique. Mais aussi les voitures pour lesquelles certains vendeurs ont fait de cette fraude une profession. Dans le centre de la France, à Bourg-en-Bresse, Pascal Rigaud, garagiste, vend chaque année près de 350 voitures d'occasion. Aujourd'hui, un client vient chercher celle dont il rêve depuis plusieurs mois. Messieurs, bonjour. Comment va? Ça va, je vous remercie. Bonjour, ça va? Bonjour, ça va très bien. Alors, est-ce que vous l'avez récupérée? Oui, elle est là. Eh ben, elle est superbe, superbe. On va faire un petit tour tout de suite. Ah ouais. Avec un peu de chevaux sous le capot. Ah ouais. Hop. Ah, comme neuve, hein, franchement. Ouais. Une voiture d'occasion que le garagiste facture 20 200 €, TVA comprise. S'il n'avait pas appliqué cette fameuse taxe, comme le font certains vendeurs malhonnêtes, il aurait pu la vendre près de 20% moins cher. Ouais, 20 000, 20%, pour arrondir 4 000 €. Vous avez essayé de l'avoir moins cher? Je suis allé, en fait, oui, j'ai essayé d'avoir moins cher, bien sûr, parce que avant de venir ici, j'ai quand même expérimenté sur Internet. J'ai rencontré 2 mandataires aussi qui m'ont proposé des voitures qui étaient moins chères, oui, c'est vrai. Mais ce client s'est méfié. Les mandataires sont des sociétés qui achètent des voitures à l'étranger. Pour les revendre en France à un prix défiant toute concurrence, certains d'entre eux se sont organisés pour ne pas payer la TVA, une escroquerie que Pascal Rigaud dénonce. Déjà, c'est la concurrence déloyale parce qu'en mettant la TVA, forcément, on n'est pas au prix que les mandataires pourraient proposer. Et après, dans l'escalade, c'est effectivement la fraude fiscale. Alors, comment ces vendeurs de voitures font-ils pour frauder la TVA? La combine est simple. Le mandataire achète une voiture hors taxe quelque part en Europe. Normalement, quand elle arrive en France, il doit s'acquitter des 19,6% de TVA. Mais il ne va pas les payer. Pour cela, il va faire facturer sa voiture par une société basée en Espagne. Contre rémunération, celle-ci va émettre une fausse facture mentionnant un prix TTC. En France, le fisc n'y verra que du feu et pensera que la TVA a déjà été payée. Une fraude difficile à démasquer. Mais depuis quelques mois, des vendeurs malhonnêtes commencent à tomber. Ce jour-là, à Orléans, a lieu le procès en appel du premier mandataire jamais condamné en France pour cette escroquerie. À lui tout seul, le montant de la TVA fraudée serait gigantesque, 529 000 €. Pour cela, il y a 1 an, il a été condamné à 8 mois de prison avec sursis et au remboursement total de la TVA fraudée. Nous l'interpellons avec ses avocats à sa sortie de la salle d'audience. Est-ce que monsieur a le sentiment d'avoir fraudé? Je serais pas en appel si je... Non, mais j'ai pensé qu'il était coupable, j'aurais pas fait appel, j'aurais accepté. J'aurais gardé les 520 000 € puis je serais resté tranquille à la maison. Alors comment est-ce que vous expliquez le fait que, par exemple, que l'État accuse monsieur d'avoir fraudé la TVA? L'État accuse qui veut, il accuse qui veut. On a été condamné en première instance, on a fait appel parce qu'on considère que le jugement contient des motifs erronés. C'est, je sais pas, aller rencontrer le fournisseur espagnol de monsieur en Espagne. Allez les voir, ils vendent pour 160 millions d'euros de chiffre de voitures en Europe. Donc allez les voir. Donc vous recevoir. Qu'est-ce qu'elle va me dire? Je sais pas, je peux pas répondre à ça. Alors, imaginons
imagine, hein, parce que je sais pas ce qu'il y a. On imagine que lui, il m'explique qu'il y a eu fraude. C'est lui qui fournit la France. Hein. Mais oui, mais si. Si vous expliquez qu'il y a fraude, on verra bien. Moi, j'ai pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. J'ai les problèmes depuis 2009. Pour comprendre comment ces sociétés espagnoles permettent aux revendeurs français de frauder la TVA, nous nous rendons en Catalogne, à 80 km de Barcelone. À l'entrée de la ville, un immense hangar. C'est la fameuse société de facturation. Équipés d'une caméra cachée, nous nous faisons passer pour un couple qui souhaite s'installer comme mandataire en France et qui est à la recherche de bons plans. Le patron espagnol parle couramment français. Après quelques minutes de conversation, il nous explique comment nous allons pouvoir économiser la TVA. C'est-à-dire, le fait de passer par chez moi, le montant de la voiture, tu ne payes pas de TVA. C'est-à-dire que c'est vous qui allez... Moi, je vais te faire une facture en TTC. Et vous l'aurez payé, la TVA, ici? Non, moi, je ne la paye pas. C'est-à-dire, je la déclare, mais je ne la paye pas. Il faut que je trouve les voitures en Allemagne. Et vous servez d'intermédiaire pour la facturation. Voilà. Pour ce travail de fausse facturation, il prend une commission, 500 € par voiture. Chaque mois, ils vendent ainsi près de 1000 voitures à des mandataires français. L'histoire de la TVA, en fait. Pour nous convaincre de travailler avec lui, il nous donne un exemple. Concessionnaire, par exemple, sur une R8 qui vaut 100 000 €, si tu mets la TVA, ça fait 19 000 € en plus. C'est énormément cher. Alors, tu enlèves ces 19 000 €, tu as déjà une marge de 19 000 € qu'on pourra travailler. Hein? En plus, le concessionnaire... Et selon lui, même les concessionnaires n'hésiteraient plus à frauder. Alors, il y a certains concessionnaires que, bon, ils sont à la rue, ils ont vu que là, vraiment, il y avait de l'argent à gagner. Ils achètent à travers de mandataires qui sont de chez nous, ils leur achètent les voitures. Le mandataire va au concessionnaire, le concessionnaire il va en particulier. Ils se gavent. Hein. Ouais, on a des concessionnaires, on sait qu'ils prennent 2 ou 3 camions toutes les semaines. Hein. Chez vous? 20-30 voitures chez nous. Toutes les semaines. Hein. Mais qui partent d'Allemagne vers la France? Ils partent d'Allemagne, ils vont directement chez le concessionnaire. C'est à savoir ce qu'on veut. Tu veux gagner de l'argent vite fait et après je passe à autre chose. Tu peux y aller. Et malgré tout... Il y a 2 ans, les impôts l'ont démasqué. Il a dû fermer son entreprise de facturation. Quelques jours plus tard, il en a créé une nouvelle en lui donnant tout simplement un nouveau nom. Au total, il possède plusieurs sociétés du genre en Espagne, mais aussi en Roumanie et en Slovénie. Avec toutes le même objectif, permettre à ses clients de frauder la TVA et brouiller les pistes pour le fisc français. Vous avez une entreprise en Slovénie? Et quand tu appelles en Slovénie, c'est nous qui te répondons ici. T'envoies un fax là-bas, à Slovénie, il arrive ici. D'ici à la Slovénie, j'envoie en taxe et à la Slovénie, j'envoie en TTC à toi. Depuis 14 ans que je suis dans le métier, tu n'as plus rien à apprendre. Hein. Toutes les ficelles. Tous ceux qui font ce travail-là, ils sont tous sortis de chez moi. D'ailleurs, des Français qui ont travaillé chez lui ont monté il y a 2 ans exactement le même business à quelques centaines de mètres à peine. Nous les rencontrons à l'heure du déjeuner dans un restaurant. Sinon, on a un qui reste aujourd'hui quand même 80% de notre activité. On l'achète avec une société espagnole et on le revend. On a 24 employés, on fait plus de 600 voitures par mois. Donc si c'était pas intéressant, on n'aurait pas de clients et on n'aurait pas cette structure. Voilà. Ils tiennent à nous mettre en garde. En fraudant la TVA, nous encourons un risque vis-à-vis du fisc français. Le risque fiscal, il est réel à 100%. Il faut prendre le risque fiscal, il est réel. Vous avez compris comment on achète, comment on vend. Donc il n'y a pas de magie, on n'est pas des magiciens. Ouais, on fait tout ce qu'on veut, pour éviter d'avoir des rides, mais on en aura, quoi qu'il en soit, et vous aussi. Donc, alors, pour empêcher l'État français de redresser les fraudeurs, il y a 2 ans, ils ont imaginé un nouveau système. Ils nous proposent d'utiliser les services d'un intermédiaire. Pour résumer, la seule façon de risquer rien, et encore c'est pas garanti à 100%, c'est l'acheter de voiture à un intermédiaire français qui lui a l'habitude, et s'occupe de français de véhicules.
perdre un petit peu de la marge, une certaine motivation. Il achète des voitures pour votre plancher. Le même ou tu veux changer? Vous couvrez avec des fusibles, c'est un fusible. Hop, il y a le courant, ça pète. Lui, il se débrouillera. Il est là pour ça. Mais vous allez durer. Oui, mais monsieur, lui, il encourt le risque fiscal. Ça, c'est son travail. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Dans n'importe quelle affaire. En ayant recours à cet intermédiaire, les mandataires français ne laissent ainsi aucune trace de leur nom dans l'opération visant à frauder la TVA. Sauf si vous n'allez pas faire de quitus à votre nom. Ça va être au nom de monsieur, le quitus. Là, vous n'achetez pas une voiture à moi, vous l'achetez à... Nous, quand on reçoit, comme on va... Comme baguette de pain, si votre boulanger n'a pas déclaré ses achats de farine et de levure. Quelqu'un peut vous contrôler, vous êtes restaurateur, vous achetez un boulanger qui est véreux. Je ne vois pas où... En tout cas, oui, nous... Chaque année, en France, la fraude à la TVA sur les voitures achetées à l'étranger représenterait un manque à gagner de 5 milliards d'euros pour le fisc. Depuis un an, une vingtaine de mandataires automobiles ont été condamnés. Mais pour contrer ce genre d'escroquerie, il faudrait multiplier les enquêtes et le nombre de contrôleurs en France. Un manque de moyens qui permet aux tricheurs de sévir au quotidien. À Paris, les hommes de l'URSSAF, l'organisme chargé de collecter les charges sociales et patronales, traquent le travail au noir. Bonjour monsieur. C'est un contrôle de l'URSSAF. Bonjour. Contrôle du personnel. Hop, bonjour. Contrôle du personnel, contrôle du chantier URSSAF. Bonjour. C'est un contrôle de l'URSSAF. Vous êtes tout seul? Leur tâche est ardue. Ils ne sont que 10 inspecteurs pour contrôler 350 000 entreprises. Messieurs. Allez, au revoir. Bonne journée. En ce moment, avec la crise, la fraude explose. Pour rester concurrentielles, certaines sociétés ne déclarent pas tous leurs salariés. Elles économisent ainsi les charges sociales, ce qui leur permet de casser les prix. Lorsqu'il y a une crise, il y a forcément une forte concurrence. Et après, si tout le monde joue le jeu, la concurrence est saine, et il n'y a pas de problème particulier. Je veux dire, après, c'est celui qui gère au mieux son entreprise qui arrive à obtenir les marchés. Maintenant, une entreprise qui peut être tentée de casser les prix, et à partir du moment où ils cassent les prix pour avoir un marché, ils sont obligés de dissimuler une partie des salaires. Un phénomène que l'on retrouve particulièrement dans le secteur du BTP. Il suffit de contrôler les chantiers au hasard des rues pour découvrir des salariés non déclarés. Ce jour-là, les inspecteurs de l'URSSAF ont ciblé le quartier latin. Dès le premier chantier, ils tapent dans le mille. Bonjour, monsieur. C'est un contrôle de l'URSSAF. C'est un contrôle voilà. du personnel. Vous avez une pièce d'identité, s'il vous plaît? Ouais. Merci. C'est tout ce que vous avez? Immédiatement, 2 des ouvriers reconnaissent qu'ils ne sont pas déclarés. Tunisiens, ils sont arrivés en France il y a quelques mois. Normalement, vous devez avoir une autorisation de travail. Vous l'avez là? Il n'y a aucun problème. Non, il n'y a pas de problème. Ah, c'est juste pour dépanner? C'était un petit coup de main juste pour aujourd'hui. Ah d'accord. Parce que normalement, vous n'avez pas le droit de travailler, hein, c'est ça? Ouais. Et la journée, c'était combien normalement? Combien vous donnez à la journée? Ouais, moi je l'aide d'un coup de main. Ouais, mais le coup de main, il faut le payer quand même. Vous ne travaillez pas pour... C'est la famille, on s'en rend compte. Hein, monsieur? Le patron, combien il devait vous donner normalement pour la journée? Comment? Vous savez pas? Ah, le travail illégal est caractérisé. Il y a un salarié qui n'a pas le droit de travailler, il le sait. Et c'est pour ça qu'il annonce que c'est un coup de main en fait. Est-ce que ces messieurs risquent quelque chose? Non, nous, c'est l'employeur qui est responsable. Hein. Il a employé des personnes sans les déclarer. Donc, c'est lui qui devra répondre de ses faits. Hein. Mais il y a un autre problème. Le chef des ouvriers reçoit chaque mois des fiches de paie. Il pense être déclaré. Pourtant, aucune trace de lui dans les fichiers de l'URSSAF. On a fait une recherche personnelle, avec le nom du monsieur, pas le nom de la boîte. On ne trouve pas. Et ce qui peut se passer, parce que s'il a des fiches de paie, lui, il peut se dire que tout va bien. Oui, tout à fait. Dans un premier temps, il peut se dire que tout va bien. Mais en fait, non. C'est-à-dire? En fait, il n'est pas déclaré et les cotisations afférentes à son salaire ne sont pas reversées à l'URSSAF.
Vous saviez que vos cotisations sociales n'étaient pas versées? Je sais pas, là, ce qu'il m'a dit là, je vais vérifier et je vais voir. Un des inspecteurs téléphone alors au patron de l'entreprise. Là, on a fait les vérifications. Ces trois personnes ne sont pas déclarées là actuellement. Le chantier, il faut qu'il stoppe. Il n'y a pas de déclaration de préalable embauche. Vous les avez embauchés quand à peu près? Vous savez pas, comme ça? Ce matin. Quand je lui ai dit qu'ils n'étaient pas déclarés, ça ne l'a pas étonné. Quand je lui ai dit qu'on demandait à ses salariés de stopper le montage de l'échafaudage, ça l'a pas gêné. Il n'a pas insisté plus que ça, donc voilà. Le chef des inspecteurs sonne la fin du chantier. Non, à ce moment-là, vous ramassez, vous mettez tout dans le camion et puis terminé. L'employeur, lui, est convoqué au siège de l'URSSAF pour s'expliquer sur ses méthodes. En attendant, les inspecteurs se dirigent vers un nouvel objectif. Ils vont contrôler les vigiles d'un magasin de prêt-à-porter. Le secteur de la sécurité est un marché en pleine croissance. La France compte aujourd'hui 200 000 vigiles. Un marché où la concurrence fait rage. Alors pour casser les prix, des entreprises ont parfois recours là aussi au travail au noir. Je suis de l'URSSAF, on vient contrôler le personnel de sécurité. Vous avez combien de personnes aujourd'hui? Et cette fois-ci, c'est une lettre anonyme qui les a renseignés. Cette chaîne de prêt-à-porter loue chaque mois les services d'une société de sécurité, mais tous les vigiles ne seraient pas déclarés. Quelle sécurité tu avais là? Bonjour. On est de l'URSSAF, c'est pour un contrôle. Sur place, un seul agent de sécurité est présent. Vous travaillez du lundi au vendredi? Généralement. D'accord. L'homme reste vague. Les inspecteurs décident d'aller vérifier s'il est bien déclaré tous les mois. On a le 12 mars. 10h, 19h30. Apparemment, c'est toujours les mêmes horaires. Hein. Très vite, il repère une anomalie. Nous sommes le 21 mars et le contrat de travail du vigile ne démarre que le mois suivant. Alors attention. Il a été déclaré avec une embauche au 1er avril. On n'est pas encore 1er avril. Bah voilà. Donc, Le 21. Non, non, Ah ben oui, il y a clairement un souci. Il y a un souci. il a commencé à travailler. Avant sa date officielle d'embauche. Un problème de date qui peut sembler anodin, mais qui attire l'attention des inspecteurs de l'URSSAF. Ils décident d'aller immédiatement contrôler la société de sécurité. Bien souvent, dans les dossiers qu'on est amené à traiter, parfois il y a le petit grain de sable, la petite anomalie, et une fois qu'on creuse, on découvre des choses plus importantes. Voilà, donc on vient faire un contrôle. Sur place, ils sont accueillis par le responsable commercial. On touche de l'URSSAF. Hein. Vous venez pour exactement pourquoi exactement? Dans le cadre de la lutte contre le travail illégal. Il nous faudrait le registre unique du personnel, s'il vous plaît. Le registre unique du personnel, un cahier qui répertorie les dates de début et de fin de contrat des salariés. Une obligation légale que l'entreprise semble n'avoir jamais remplie. Le registre n'est pas à jour, du tout. Vous voyez, hein, il n'y a même pas les dates d'embauche. Là, du tout. Du tout, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Ça, ce sont tous les contrats de travail? Il y en a une partie, normalement. Tu peux regarder? Ouais. Merci. Les enquêteurs veulent vérifier les conditions d'embauche du vigile du magasin. Dans son dossier, ils retrouvent la déclaration adressée à l'URSSAF, avec toujours la même erreur de date. Regardez. La période du 15 août, donc. On date du 1er avril. Et il n'est pas là? Pour seule explication, le responsable se défausse sur la secrétaire. Vous sachiez, c'est pas de mauvaise foi. Mais l'inspecteur reste dubitatif. Il manque également un document essentiel, le contrat de travail du vigile. Aujourd'hui, on est le combien? On est le 17. Non, on n'est pas le 17. Non, on est le 22. Ouais, donc il devrait au moins avoir signé un contrat de travail. Et je vous assure, que ça, c'est entièrement de ma faute. Une preuve de plus pour l'URSSAF que l'entreprise est coupable de travail dissimulé. Bon, messieurs, dames, au revoir. Bonne continuation, merci pour votre accueil. Au revoir, bonne soirée. Allez. Le gérant de l'entreprise, absent ce jour-là, est convoqué au siège de l'URSSAF pour s'expliquer. Le lendemain matin, à Montreuil, c'est jour d'audition. Le premier à être entendu, le patron de la société de BTP.
Selon lui, ce jour-là, il n'avait pas eu le temps de déclarer ses employés. Le législateur, il a créé des règles pour caractériser le travail illégal. Hier, avec mes collègues, nous avons constaté... Vous n'allez pas m'apprendre la législation. Je n'accepte pas, c'est que vous me convoquiez comme ça. Mais c'est la démarche classique. Il n'y a rien d'anormal dans le fait. Vous m'avez demandé... Vous avez pris ce chantier de montage d'échafaudage. Tout à fait. Bon, vous avez employé 3 personnes sans les déclarer, on est bien d'accord. Là, franchement, vous m'insultez personnellement. Ne changez pas. Ne détournez pas le motif du contrôle. Non, mais je vous le dis. Il ne s'agit pas de vous insulter. D'accord. Si vous aviez l'intention de les déclarer, vous auriez demandé les pièces d'identité, vous auriez vu que de toute façon, il y en avait un qui n'était pas autorisé à travailler. J'ai copié des pièces d'identité de toutes les personnes. C'est un passeport, il n'y a pas d'autorisation de travail, là. Alors trouvez-moi la mention est autorisée à voilà, alors non, sur le territoire français. Voilà, c'est lui. Trouvez-la moi, s'il vous plaît. Non, mais elle n'y est pas, monsieur. Non, il n'y est pas, donc il n'avait pas le droit de travailler. Donc là, on est d'accord, vous étiez au courant qu'il n'avait pas le droit de travailler, puisque... Mais bon, peu importe, vous soyez d'accord ou pas, c'est pas grave. L'infraction est caractérisée, c'est un délit. Ce n'est pas agréable, je vous le concède, mais en tout cas, les faits sont là. Vous aviez 3 personnes en train de monter un échafaudage. Imaginez qu'il y en a un qui tombe, il se tue. Je veux dire, ce n'était pas une convocation à l'URSSAF le lendemain, c'était une garde à vue directe. Après 1 heure d'audition, ce patron sera redressé sur la base d'un forfait minimum fixé par la loi. Il devra s'acquitter de 4 000 € de cotisation sociale par salarié, 12 000 € au total. Pour l'URSSAF, c'est une petite affaire. Certains redressements peuvent s'avérer bien plus élevés. C'est le cas de la société de sécurité. Les inspecteurs ont découvert que cette entreprise n'était pas inconnue de leur service. En 2010, elle avait déjà été épinglée pour travail dissimulé. Et si le patron a recommencé à frauder, il risque gros. Si on a à nouveau ce problème, c'est une récidive. Donc après, les sanctions sont beaucoup plus sévères. Le tribunal peut prononcer des peines de prison ferme ou éventuellement des amendes bien plus lourdes. La première fois, le patron de la société de vigile a reçu un redressement conséquent, 267 000 €. Ironie du sort, il a reçu cette lettre il y a quelques semaines à peine. Et il est encore sous le choc. Parce que là, j'ai du mal. La première lettre que j'ai reçue, ça m'a cassé. Ah bah, je pense, oui. C'est là. L'homme est inquiet, il sait qu'il n'est pas en règle. Pour faire simple, est-ce que le problème qui a été constaté par nos collègues, est-ce qu'on va le retrouver sur le premier trimestre 2011 ? Ouais, parce que j'ai le comptable, il est un peu débordé. Structurellement, on va retrouver les mêmes anomalies, c'est ça ? Je sais que j'ai un peu de décalage, mais ça va se faire, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Ça n'empêche pas qu'il faut que nous, on régularise ce qui n'est pas carré. Hein, vous avez bien compris. Pour déterminer si la société continue à frauder, les inspecteurs de l'URSSAF vont effectuer un petit calcul. Ils additionnent les heures déclarées sur les fiches de paie et les comparent aux heures facturées. 21 heures, 377 €. Le résultat est sans appel. L'entreprise a facturé 34 000 heures à ses clients, mais n'en a déclaré que 17 000 à l'URSSAF. Là, sur les fiches de paye, entre les heures réellement exécutées sur les sites et les heures en fiche de paye, on est à peu près à 50%. Ah, il faut recadrer, hein, parce que là, vous êtes dans le mur. Hein. Les contrôleurs calculent alors le redressement qu'ils vont appliquer pour ces 17 000 heures fraudées. La facture s'élève à 100 000 €, une somme conséquente qui s'ajoute aux 267 000 € issus du premier redressement. Le gérant est abattu. Moi, je sais pas. Je vais arriver à cette situation-là. J'ai l'impression que vous découvrez un peu le problème. Enfin, l'ampleur du problème, on va dire. Franchement, quand j'ai eu la première lettre, j'ai commencé à réfléchir. Juste 2 semaines après, il y avait la deuxième convocation. Alors là, je suis... Mais moi, je vais pas baisser les bras. Je vais régler les problèmes. D'accord. Moi, j'ai rien pris. Si vous donnez mes comptes perso, j'ai pas de voiture, j'ai pas de maison. Ça fait mal. Franchement, ça fait mal. Pour se justifier, il invoque une concurrence de plus en plus féroce qui l'a obligé à casser les prix. Mon problème, c'est les tarifs. C'est ça le problème, il faut voir sur le terrain qu'est-ce qui se passe.
que vous voulez dire, c'est que les tarifs sont pas assez élevés. Bon, je parle de moi en petite boîte comme moi. Pour survivre avec les grosses boîtes, c'est difficile. Il y a des boîtes qui cassent les prix. Par exemple, un marché à 17 €. Il y a d'autres qui proposent à 16, à 15, à 14. Il y en a même qui travaillent à 12, à 13 €. Alors, Pour travailler dans ce genre de secteur à 12 €, ce sont des boîtes qui fraudent. Hein. Vous allez dire, si monsieur répond pas, oui, c'est les entreprises qui fraudent. C'est les entreprises qui fraudent. Ils n'ont pas le choix. Ah oui, c'est sûr. Une semaine plus tard, le gérant a signé un premier chèque de 80 000 €. Mais Didier Delose le sait bien, il est assez rare de récupérer les sommes fraudées. Je sais pas si on arrivera à tout récupérer. Hein. Et du coup, qu'est-ce qui peut se passer derrière? Bah, que lui-même dépose le bilan. Voilà. Et ça restera en impayé, comme d'habitude. En 2010, sur l'ensemble du territoire français, l'URSSAF a récupéré environ 40 millions d'euros. Une somme dérisoire comparée aux 15 milliards d'euros qui seraient fraudés chaque année grâce au travail au noir.